Donc bienvenue à June et à Anna de Griselidis. Donc normalement vous deviez faire plutôt le début de séance et bien là maintenant la suite, et comme le disait Claude, peut-être vous allez pouvoir répondre aussi à la question qu'a posée la personne de l'aide sociale à l'enfance au cours de votre intervention. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, mais vous laissez la parole de suite pour pas perdre de temps. Bienvenue, merci pour l'invitation. Assez rapidement, notre association, donc c'est Griselidis, donc c'est une association de santé communautaire pour les travailleurs et travailleuses du sexe et les personnes qui se prostituent, qui est basée à Toulouse et qui existe depuis 20-25 ans maintenant. Donc moi je suis June Charlot et je suis médiateur en santé à l'association. Et moi je m'appelle Anna Lehmann et je suis infirmière à l'association. Alors avant de commencer à vous présenter plus amplement, donc là ce qu'on vous propose normalement c'est une intervention qu'on fait en 3 heures, donc là on a réduit évidemment, mais avant de vous présenter plus amplement l'association, nos missions, nos actions, etc. En général on commence par un petit débat mouvant, un petit jeu. Donc là, on a sélectionné 2 questions de ce jeu pour un peu travailler sur les représentations individuelles et collectives autour de la prostitution. Donc là, on va aborder la question de la prostitution des majeurs, du travail du sexe. Donc on vous propose 2 questions. Donc l'idée, c'est de vraiment répondre. Alors ça va être oui ou non. C'est une réponse oui ou non. Vous aurez peut-être envie de dire... Peut-être. C'est le principe du jeu, d'essayer de se positionner d'un côté ou de l'autre. Et puis après, de discuter un peu de pourquoi vous êtes positionné d'un côté ou de l'autre. Alors, comme on va pas vous faire lever ou quoi, on va fonctionner plus avec oui, vous levez la main, et non, vous baissez la main. Sur les questions, ensuite, on vous propose de vous mettre juste à 2 ou 3 avec les personnes qui sont du même côté, enfin, qui ont soit levé la main, soit qui n'ont pas levé la main, de parler 2 minutes pour voir un argument pour lequel vous êtes placé plutôt de ce côté-ci que de l'autre, et après, on fait un court retour en grand groupe. Voilà, on va faire 2 questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok, super. On va commencer avec la première question. Est-ce que j'identifie une personne prostituée à sa tenue ? Donc oui, on lève la main, et non, on baisse la main. Ah, personne. Personne n'identifie une personne. Je ferai la personne qui dit oui si jamais... Si jamais personne. Ok. D'accord. Si vous voulez, vous discutez 2 minutes avec votre voisin ou votre voisine de pourquoi donc vous n'identifiez pas une personne prostituée à sa tenue. 43. Si vous... On peut faire un petit retour en grand groupe. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui veulent dire pourquoi elles n'identifient pas une personne prostituée à sa tenue ? Quelles sont vos raisons, vos arguments ? Personne. Moi, je vais commencer à vous dire pourquoi j'identifie une personne prostituée à sa tenue. Merci. Forcément, je me mets de l'autre côté puisque personne s'est mis de l'autre côté. J'ai envie de dire, je ne sais pas, comment font les clients pour identifier des personnes prostituées je ne sais pas, dans la rue, comment ils savent. Ouais. Du coup, j'ai choisi de garder la main baissée parce que je pense que même si certaines prostituées peuvent se repérer grâce au code vestimentaire, je le vois dans celles qui travaillent proche de chez moi. C'est comme ça qu'on les différencie dans la rue des simples passantes. Pour le coup, il n'y a que des femmes, en tout cas, je n'identifie que des femmes proches de chez moi. Je pense que c'est qu'une partie de la prostitution et que c'est pas comme ça que j'identifierais sûr à 100% une personne qui serait prostituée. Et de même, les codes qui sont repris par certaines prostituées le sont aussi, sont aussi des types de vêtements ou de choix vestimentaires qui peuvent être portés par des personnes qui ne sont pas des prostituées. C'est pour ça que j'avais fait le choix de garder la main baissée. Donc, oui, mais pas que, si je comprends bien. Ok.
si personne ne me prend la parole, je vais continuer avec mes questions. Mais dans le oui, mais pas que, qu'est-ce qu'il y a dans les autres paramètres pour identifier les personnes qui se prostituent, par exemple? Bah, il y a le lieu et l'horaire. Ok. Et voilà, il y a des codes vestimentaires aussi, mais il y a vraiment aussi le lieu et l'horaire. Si tu as les mêmes codes vestimentaires, mais dans un autre lieu, à une autre horaire, ça va pas être forcément vu comme de la prostitution. Du coup, il y a des lieux, enfin des rues ou des quartiers repérés, par exemple à Tout à Toulouse, fait. des horaires, avec des horaires repérés, ok. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont hyper importants pour la prostitution, ou Ouais. des sites d'escorte, où il y a directement les lieux de rencontre. Donc c'est les photos. Des espaces virtuels, mais avec des photos aussi, avec des tenues spécifiques, ou pas? Des tenues ou pas de tenues d'ailleurs, et Ouais. des positions provocantes, enfin en tout cas des positions qui amènent à penser qu'il y a du sexe, mais il y a un paragraphe aussi avec la description de ce qui est proposé, pas ce qui est proposé. Donc c'est comme quand on achète un produit. Du coup, là, concernant les espaces virtuels, si on a parlé de la rue, là on parle des espaces virtuels, il y a aussi des lieux dédiés. Alors, on va pas parler des horaires parce que c'est Internet, mais il y a aussi, on va dire, il peut y avoir aussi des tenues dédiées, parce que les personnes qui ont des profils sur ces sites d'escorte, par exemple, elles font des photos, elles choisissent comment elles s'habillent, enfin, elles s'habillent en fonction. Oui, mais si elle est en sous-vêtements par exemple, ça veut dire qu'on porte des sous-vêtements et on se prostitue? Non, mais c'était juste pour, comment dire, cette question, c'est juste pour faire réfléchir aux différents en paramètres. Oui, totalement, mais je pense pas que la tenue vestimentaire permette de dire qu'on est prostitué. Non, mais disons que, comme ça a été dit, ça peut être un des paramètres pour reconnaître, voilà, parce que les personnes prostituées, en tout cas, elles proposent ou elles vendent un service sexuel, donc il faut bien, il y a des clients, et qu'en fait, il faut bien qu'ils les identifient, sinon, en fait, ça fonctionne pas. Alors j'ai plus l'impression que c'était à une certaine époque où il y avait la tenue vestimentaire avec le lieu et l'endroit. Aujourd'hui, si on passe sur des grandes rues très connues à Toulouse où il y a des personnes qui se prostituent, il y a certaines prostituées ou travailleuses du sexe, chacun l'appelle comme habillées avec un pantalon, un t-shirt, et il n'y a aucun... Okay. Mais comment ça se fait que vous les reconnaissez, par exemple ? Par exemple, parce que si je passe tous les soirs à 23h, elles sont toujours au même endroit, il y a des voitures qui s'arrêtent et elles montent dans des voitures avec des hommes. Donc là, c'est de l'interprétation pure et dure. Mais on sait très bien que si... on entend en discuter parce que c'est devant tout le monde. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des rues exprès à la prostitution. Oui, du coup, on en revient à des lieux. Et puis, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est une posture. C'est-à-dire, elles sont là et elles attendent. Elles attendent et puis elles racolent. C'est-à-dire qu'elles font coucou ou elles demandent aux personnes de s'arrêter. Okay. C'est plus l'attitude que la tenue. D'accord, ok. Ouais. C'est aussi la façon d'occuper l'espace public. Souvent, je trouve que c'est des postures qu'on n'observe pas souvent. Des groupes de femmes qui restent juste là à discuter. C'est pas quelque chose qu'on observe souvent. Vous voulez dire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir des groupes de femmes la nuit dans la rue? Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Et on va l'air à l'aise dans ces postures-là, dans cette façon d'occuper l'espace. Ok. Après, je sais pas, comme ça... Pour résumer un petit peu, on dirait que ça a été dit quand même qu'il n'y a effectivement aucun élément tout seul qui peut permettre d'identifier ou pas que la personne, là, elle est travailleuse du sexe, mais qu'il y a effectivement une grande variété de réalités aussi pour les personnes, que ce soit du coup sur Internet ou dans la rue. C'est pas forcément la même attitude, la même mise en scène. Il y a les questions des horaires, des endroits différents. Dans Toulouse, juste il y a des mêmes rues où à des horaires différents on ne voit pas les mêmes personnes, ou certaines rues où à certains horaires on ne verra personne qui travaille. Du coup, ça montre un petit peu le fait qu'effectivement c'est assez divers et qu'il n'y a pas une tenue, une manière de faire qui est la même pour tout le monde. Est-ce qu'on passe à la deuxième ? Oui. Pas beaucoup de temps.
Là, on vous demande de vous positionner si vous étiez... qu'est-ce que vous imaginez? Si vous étiez vous-même travailleur, travailleuse du sexe, est-ce que je travaille chez moi? Donc, oui pour les personnes qui travailleraient chez elles, à leur domicile. Vous levez la main, et non si vous pensez que vous ne feriez pas cela. Et si c'est non, il faut que vous imaginiez dans quel endroit vous Ouais. travailleriez. Vous avez du coup des devoirs, chercher... Oui. Oui, pour dire oui. Ah, ok. Elles travaillent chez elles. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travailleraient à leur domicile? Ah bah ça c'est le principe de la question. Vous imaginez vous, et qu'est-ce qui fait que vous travaillerez chez vous ou à l'extérieur? Alors là, on va vous laisser... On regardait. Apparemment, vous n'êtes que deux à être d'accord, donc on vous invite à discuter ensemble. Bon, On peut faire ça, qu'elle se dise. ouais. Ouais, on vous invite à faire comme tout à l'heure, à discuter avec... Vous pouvez discuter avec peut-être l'autre personne l'autre qui travaillerait à qui domicile. travaillerait à domicile, et puis les autres parlent. Pour les autres, si vous voulez imaginer dans quel endroit vous travailleriez. S'il On vous va plaît. commencer par un on va commencer par un retour sur la question. On va commencer par le groupe qui travaille à domicile. Si vous voulez nous dire pourquoi vous vous êtes positionné comme ça. Voilà. Oui, alors pourquoi j'ai dit oui? Tout simplement parce que je me suis inspirée de mon travail, où une fois une jeune femme est venue me voir en me disant qu'elle était contente parce qu'elle avait retrouvé du travail. Et moi aussi, j'étais contente pour elle, jusqu'à ce qu'elle m'apprenne qu'en fait, elle allait travailler derrière son écran de chez elle, et où elle allait répondre à des rendez-vous, et où elle allait devoir... c'est de la prostitution en visio, quoi, tout simplement. Donc oui, on peut travailler de chez soi en étant, je pense, travailleuse du sexe. Elle m'a invoqué la raison de la sécurité, que c'était plus sécure, parce qu'à l'extérieur, elle avait eu peur souvent, enfin voilà. Donc là, pour elle, c'était bien. Donc c'est pour ça que je me dis oui, on peut travailler, et en même temps on voit bien qu'il y a tout plein de jeunes femmes qui s'inscrivent sur des sites et qui ont des rendez-vous programmés comme ça en visio avec des hommes. Pour moi, c'est de la prostitution. Oui. Alors là, Enfin, c'est de vrai la que... prostitution. Oui, si. Pardon, on ne l'a pas précisé parce que ça change. En fait, c'est pour... Cette question, elle sert à introduire après le cadre légal qu'on va développer plus tard. On parlait, quand on le précisera les fois suivantes, quand on disait travailler à domicile, c'est recevoir des clients à domicile. Ah. Parce que c'est sûr qu'en termes de cadre légal, c'est pas du tout la même chose. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà. Mais en effet, ce que vous décrivez, c'est du travail du sexe, mais juridiquement, c'est pas classé pareil. C'est pas la même chose. C'est pas pareil, même si elle gagne des sous, c'est pas pareil. Bah, il n'y a pas de contact physique. Oui. Oui, je me disais, là où je pourrais répondre en oui, c'est si par exemple on s'est spécialisé dans du BDSM ou quelque chose comme ça. J'imagine qu'il y a beaucoup d'accessoires et donc c'est des choses qui ne sont pas trop transposables ou difficilement amenables dans des endroits, et donc ça fait qu'il y a un lieu spécialisé. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les personnes qui travailleraient à domicile? Moi, je vais être dans le groupe de oui à domicile pour une question d'économie et voilà. Donc, Parce que qui dit autre lieu demande, je pense, location et pour m'éviter toute une logistique. ok, très bien. Et alors, dans les autres personnes qui ne travaillent pas à domicile, déjà pourquoi, et puis où est-ce que vous imaginez travailler? Alors, pas à domicile, parce que c'est mon intimité et que là, je suis dans mon personnel. Donc, j'estime qu'il faut que je sépare le professionnel du personnel. Et je pense qu'avec des copines qui se prostituent, on prendrait un logement qu'on louerait et qui serait spécifique à ces actes. Ok.
Comme ça, pour partager les frais de location, justement, comme pour que ce soit moins cher. Et si encore ça, c'est pas possible, c'est compris dans le tarif, ce sera un peu plus cher. Plus sécurisant aussi de partager un espace. Oui, je pense que c'est plus sécurisant. Ouais. Ça permet de... je vais au travail, il y a un logement dédié. S'il y a besoin d'outils ou quoi que ce soit, tout sera à l'intérieur. Et puis on est plusieurs. Et je pense que pour moi, ça serait plus rassurant d'être avec d'autres professionnels. Super. Nickel. Oui, nous c'était pareil. C'est vrai que mais plutôt la sécurité en premier qui était la première motivation. De se dire pas là où où les personnes ensuite savent où on habite, si on a des enfants, voilà, pour tout ça. Un mari, effectivement, ou une femme. Et on avait la même idée dans l'idéal. Voilà, l'idéal, même si ça se passe pas toujours comme ça, ce serait effectivement un logement commun avec d'autres collègues et dans l'idéal encore plus avec pourquoi pas quelqu'un qui assure la sécurité. Okay. Voilà. Embaucher un vigile. C'est ça. Et une possibilité de bouton d'appel en cas de problème. Voilà. Vous avez bien réfléchi votre truc. Ouais, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais dans le cadre du oui, parce que tout à l'heure vous disiez que souvent ça restait dans les cellules familiales. Hein. Il pouvait y avoir... et du coup... je me dis, si la mère prostitue sa fille, ou le père, ou le mari sa femme, ça peut rester à la maison aussi. Alors là, je pense que quand l'intervention précédente, c'était vraiment sur la prostitution des mineurs. Ouais. Là, nous, on fait une intervention. Ouais. Là, on pose des questions sur des personnes majeures. Mais le mari qui prostitue sa femme, on l'a eu. Oui, non, ça peut. Mais là, on vous posait la question pour vous, je veux dire. À la place d'une travailleuse du sexe. Dans votre vie, donc. Qu'est-ce que vous imagineriez le plus rassurant, le plus adéquat pour travailler? Voilà. Mais de toute façon, on va y revenir à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ou... Alors bonjour, moi je travaille pour la MDS, donc également dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Et je faisais plutôt partie de l'équipe qui travaille non pas à domicile mais à l'extérieur. Et là, au fur et à mesure des échanges, j'étais en train de penser à la situation où la personne n'aurait pas de domicile. Dans ces cas-là, est-ce qu'on considère que la rue est sa maison? Et c'est une réflexion comme ça où je me dis que depuis tout à l'heure, en fait, on parle de lieux bien spécifiques entre quatre murs, mais peut-être qu'on oublie de penser aux personnes qui n'ont pas de lieu de vie fixe et qui doivent réaliser aussi ça dans la rue. Donc la rue est un espace où potentiellement c'est possible de travailler. Ok. Très bien. Peut-être qu'on va... je te laisse faire Ouais, on va s'arrêter là pour cette question. Donc c'était intéressant en tout cas. Il y a eu plusieurs réponses qui étaient pour des questions de sécurité ou d'économie, en tout cas, et plusieurs imaginations de conditions de travail idéales ou de lieu de travail idéal. C'est intéressant, mais tout est complètement illégal de ce que vous avez imaginé. On le verra plus tard quand on va aborder le cadre légal, mais c'était un peu pour introduire la question du cadre légal et les contraintes et les impossibilités que ça génère. Voilà, donc on va... Comment, oui, sauf ce qu'on appelle en cam, les cam girls, cam boys, voilà. Mais là, nous, on parle vraiment de la prostitution, c'est-à-dire des rencontres physiques avec des clients. Voilà, c'est de ça dont on parle ici. Donc, on va commencer notre présentation de l'association. Alors, on a prévu un petit temps d'échange à la fin, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que vous ne comprenez pas, que vous avez une question sur le moment, n'hésitez pas, on peut s'interrompre. Hein. Ok. Du coup, là, on vous présente plus ou moins rapidement l'association. Je vais redire un peu ce que vous voyez en face de vous sur le PowerPoint. Donc, on est une asso qui a de santé communautaire. Donc, ça, c'est vraiment la base de construction de l'asso dès le début et de fonctionnement. En équipe pluridisciplinaire, on vous décrira l'équipe. Et avec une analyse féministe
en tout cas dans notre manière de travailler, qui implique aussi de considérer quels sont les rapports de domination à l'œuvre dans la société, sur le plan rapport de domination en général, que ce soit l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le racisme, enfin, on prend en compte tous les types de rapports de domination qui peuvent être à l'œuvre pour les personnes. Au niveau donc de nos missions, la première, à l'époque où ça s'est monté il y a presque 25 ans, était la lutte contre le VIH et les IST, l'accès à la santé et au droit, alors à la sécurité sociale, à repérer des endroits de ressources de santé quand on n'a pas encore de couverture sociale, ou à aider à trouver un médecin traitant, ce qui devient très compliqué. On fait de la médiation en santé, on va vous décrire plus longuement comment on mène cette action, de l'accès aussi au logement et à l'hébergement, à la formation, à l'emploi, aider les personnes à faire des CV, aider sur toutes les démarches au niveau de Pôle emploi, France Travail, les inscriptions, les prises de rendez-vous, etc. Un accès aussi au droit d'asile et au séjour. On a une mission de lutte contre les violences, qu'elles soient dans le cadre du travail du sexe ou dans le cadre familial ou dans le cadre institutionnel. Et on a aussi une mission de défense des droits des personnes, travailleurs et travailleuses du sexe, et de plaidoyer. Donc la santé communautaire, je pense que à travers Clémence Isor, vous connaissez bien, c'est arrivé en France surtout à partir de l'épidémie VIH-Sida, dans les années 80. Donc. Et ça vient vraiment du principe que les personnes directement concernées par un problème sont celles qui identifient le problème, identifient les besoins et mettent en place des stratégies. L'exemple un peu le plus criant qui peut parler, j'imagine, à beaucoup de monde, c'est quand les personnes usagères de drogue par voie intraveineuse ont mis en place, on dit qu'il fallait de la distribution de matériel stérile, propre, pour que les gens ne se partagent pas le matériel. Ça a fait baisser de manière drastique les taux de contamination VIH et aussi hépatite C. Et c'est finalement quelque chose qui a été financé, mais après, par le gouvernement. Mais à la base, c'est vraiment les personnes usagères qui avaient repéré ça et les associations de terrain. Pour ce qui concerne Griselidis, donc ça a été créé en 2000 par 3 personnes à la base féministes, dont une travailleuse du sexe qui travaille dans la rue à Toulouse, et une infirmière, la 3e je ne sais plus, assistante sociale peut-être. En tout cas, ces 3 personnes ont commencé à monter l'association, et depuis le début, le principe de santé communautaire, ça se concrétise aussi par un CA, un conseil d'administration de l'asso, et une équipe de terrain qui est paritaire. C'est-à-dire qu'au moins la moitié des membres a l'expérience du travail du sexe, rue, Internet, mais aussi et ou de la migration des personnes, et notamment des personnes qu'on accueille le plus majoritairement, et ou fait partie de la communauté LGBT+. Donc voilà, ça fait à peu près 25 ans qu'on a une expérience de rue, en tout cas sur Toulouse. Et depuis 2009, il y a de l'allée vert virtuel sur Internet dans toute la France métropolitaine. Au niveau de l'accompagnement du coup qu'on fait au niveau des actions, comme on a un local où on peut recevoir les personnes, et à cet endroit-là, les gens peuvent avoir accès à un entretien social, infirmier, avec un ou une médiatrice en santé, en ce qui concerne du coup un panel assez large que j'ai décrit au départ, les droits, la santé, le logement, l'emploi, protection en cas de violence. Et pour ce qui concerne l'équipe, on a une équipe de 5 médiateurs et médiatrices en santé.
2 éducatrices spécialisées, 2 infirmières, et on a en plus une psychologue qui vient faire une permanence, en tout cas faire des entretiens individuels, des consultations 2 jours entiers par mois, donc avec 8 consultes sur chaque jour. On a aussi une professeure de français langue étrangère qui vient 2 fois par semaine, et on travaille avec une avocate qui vient 1 fois par mois pour accompagner les personnes sur les questions de violence. On fait aussi de l'accueil collectif dans notre local, pas simplement des entretiens individuels. Et là, vraiment, ce qu'on essaye d'instaurer, c'est de renforcer les personnes dans ce qu'elles savent déjà faire, leur estime d'elles-mêmes, ce qu'on appelle l'empowerment. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. Mettre en valeur leurs compétences. Et on essaye de le faire à travers des ateliers collectifs. Ça peut être sur les histoires de contraception, de prévention des IST, d'autodéfense. On fait des repas communautaires 1 fois par mois, ce qui permet aux gens juste d'être là ensemble, de manger ensemble, sans forcément avoir un sujet à discuter ou un problème à amener. Et on organise des sorties également, piscine, spa, à la mer, différentes choses. Donc on fait beaucoup d'aller vers. Là on vous présente brièvement, donc vous avez une petite photo de notre bus. On a un bus de prévention qu'on utilise 2 à 3 fois par semaine. Donc là on fait des tournées de nuit tous les vendredis dans les endroits où on sait qu'il y a des personnes qui travaillent la nuit. On utilise aussi le bus pour passer en tournée de jour, parce qu'on rencontre des personnes différentes, et faire une permanence place Belfort tous les mercredis, parce qu'avant le local était dans le quartier Belfort à la création de l'association, qui est aussi le quartier historique des travailleuses du sexe à Toulouse, en face de la gare. Et quand on a dû déménager et qu'on n'a pas pu retrouver un local dans le même secteur, on a maintenu cette permanence pour rester proche des personnes qui travaillent là-bas, et beaucoup habitent aussi là-bas. Et une partie en plus est assez vieillissante et avait un peu du mal à se lancer à traverser le canal pour venir nous voir de l'autre côté. Donc on maintient ce lien-là. On fait aussi des tournées à pied certains jours, parce qu'on ne voit pas les mêmes personnes. On a un petit caddie, et là on passe parfois à domicile aussi, sonner, demander comment ça va, laisser du matériel. Je te laisse parler des tournées virtuelles. Oui, alors du coup, depuis 2009 et suite à une recherche-action, on a mis en place des tournées nettes, ce qu'on appelle donc des maraudes numériques. Donc ça fait 15 ans, donc on a une action de maraude numérique sur toute la France métropolitaine. Donc on va sur tous les sites d'escorte, sur les réseaux sociaux, etc. Et on envoie des messages. On a un message type en 4 langues différentes selon la langue parlée. Et voilà, on essaye de proposer la même chose que ce qu'on propose au local, c'est-à-dire du matériel de prévention évidemment qu'on peut envoyer. Donc on envoie du matériel de prévention par la poste. Mais aussi des entretiens, voilà, si les gens ont des questions de santé, de droit, ou sur des questions de violence, etc. Et on essaye de réorienter au mieux quand les personnes ne sont pas à Toulouse vers des partenaires. Donc on a tout un réseau de partenaires associatifs dans toute la France. Voilà, et après, donc on est une équipe de 3 médiatrices à faire cette action. On a 2 téléphones dédiés, et un peu l'enjeu de cette action, c'est d'être très disponible, c'est-à-dire que quand on envoie un message et les gens vont nous répondre 2 heures plus tard, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard ou pas, mais quand les personnes nous répondent, il faut être disponible à ce moment T, parce que c'est leur moment, c'est le moment où elles sont disponibles pour discuter. Donc voilà, et donc après c'est aussi d'entretenir ce lien-là avec les personnes, et c'est aussi ça, moi j'ai l'impression qu'il est important dans l'association, la question du lien, et ça va avec la santé communautaire, la question vraiment du lien, de la proximité avec les publics qu'on accompagne. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important.
notre action sur Internet, elle est renforcée en Occitanie, où donc on renforce nos partenariats en Occitanie, et puis aussi nos maraudes d'Internet, aussi parce qu'on se déplace depuis 3 ans. Maintenant, on a un projet régional qui fait qu'on se déplace avec le bus. Alors, dans tous les départements d'Occitanie, on essaye de couvrir l'ensemble des départements d'Occitanie où il n'y a pas d'association de santé communautaire pour les travailleuses du sexe. Mais voilà, en gros, on fait une dizaine de sorties par an. Donc, on va à Béziers, Perpignan, Albi, Montauban, on est allé à Mende, à Rodez, etc., etc. On va rencontrer les personnes, les travailleuses du sexe de rue ou sur les routes départementales quand il y en a, mais on fait aussi des permanences dans les Cégides, et donc en amont, on fait des maraudes sur Internet pour dire aux personnes, aujourd'hui on sera au Cégide d'Albi, voilà, si tu veux. Donc voilà, et ça marche plutôt bien, et on arrive à toucher des publics qui sont quand même assez isolés, et voilà. Et sur Internet, notamment, ce qui est important, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a quand même une très forte précarisation de l'activité, et donc il y a des nouveaux modes de travail qui se sont développés, c'est-à-dire que se sont développés les personnes en tour, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont aller de ville en ville, qui vont rester un mois dans une ville, puis un mois dans une autre, puis un mois dans une autre, en Airbnb, et parce que quand on est nouvelle dans une ville, on a tout de suite plus de clients, et puis voilà, il faut changer de ville tous les mois, tous les 2-3 mois, et donc ce qui fait que c'est des personnes qui vont être quand même plus éloignées des structures de soins, qui vont avoir plus de difficultés à identifier les structures de soins ou voilà, en tout cas les structures qui peuvent leur venir en aide sur des questions de santé, sur des questions d'accès aux droits, sur des questions de violence. Et donc ce travail-là sur Internet, ça fait qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont notre numéro et qui savent que aujourd'hui peut-être elles sont à Brive-la-Gaillarde et demain elles seront à Pamiers, mais voilà, elles nous disent aujourd'hui j'ai besoin d'une contraception, demain j'ai besoin de préservatifs, après-demain j'ai subi une agression, j'ai besoin d'aller porter plainte, etc. Et nous, on peut faire ce lien là dans les différentes villes. J'ai dit exprès Brive-la-Gaillarde et Pamiers parce que c'est parfois quand même même très souvent des petites villes comme ça. C'est pas forcément Lyon, Marseille, Paris, quoi. Voilà. Aussi, ce qu'on fait, donc on a aussi toute une action donc sur la médiation en santé d'accompagnement physique. On a un partenariat avec le Cégide de Toulouse. On fait des accompagnements tous les 15 jours, et puis voilà, après on accompagne aussi des personnes dans leur parcours de soins ou pour des questions administratives quand c'est des personnes qui sont très éloignées des droits ou du soin et qui ont besoin vraiment d'un accompagnement physique pour se déplacer dans les lieux. Et donc pardon, je dis les choses dans le désordre parce que je les vois un peu comme ça. Sur Internet, on essaye aussi d'être très présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, mais aussi Snapchat, TikTok, Instagram, notamment des réseaux sociaux qui sont quand même utilisés par les jeunes, et de proposer du contenu. On essaye de faire du contenu, de proposer du contenu, que ce soit sur des questions de santé sexuelle, sur des questions de consentement, voilà, de présentation d'outils de prévention. Et là, depuis un peu plus d'1 an maintenant, on a une action à destination des mineurs. Je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il y a déjà eu une intervention vraiment sur les mineurs, mais pour aller assez vite, donc c'est surtout une action. Donc on est financé pour des maraudes numériques, donc on a mis en place des maraudes numériques spécifiques pour les mineurs et jeunes majeurs. Donc on va sur des sites spécifiques, on a adapté notre message d'accroche, etc. Et puis on fait des permanences tous les premiers mercredis de chaque mois à destination des mineurs et jeunes majeurs, enfin des moins de 21 ans en gros, et des professionnels qui les accompagnent et de l'entourage familial. Dans notre local, tous les premiers mercredis de chaque mois. Voilà. Alors en vérité, là, on a beaucoup rencontré de professionnels et de parents. Il y a eu quelques jeunes, mais pas énormément qui se sont déplacés. On est quand même pas mal en lien avec des jeunes via les réseaux sociaux, quoi. Voilà sur notre action Internet. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur nos actions ? Sur nos actions, vous l'avez du coup en face de vous, mais on fait beaucoup en tout cas, on fait aussi des accompagnements physiques. Notre médiation en santé, notre médiation communautaire, elle passe aussi par là, parce que c'est un public qui est quand même très très stigmatisé. Où parfois, sans le vouloir, les professionnels peuvent avoir tendance à voir la question du travail du sexe uniquement, et pas forcément celle
d'une entorse au genou ou d'un désir d'enfant ou d'un problème avec la CAF. Et notamment ce qui concerne la santé, on essaie d'accompagner le plus possible. Donc on a cette permanence au Cégide une fois tous les 15 jours où on peut aussi travailler avec la PAS parce que c'est au même endroit pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert. Et on accompagne physiquement à vraiment différents endroits également, par exemple à la plainte. Parce que comment sont reçues les personnes qui se disent travailleuses du sexe au commissariat, c'est encore compliqué, encore plus si elles sont migrantes, encore plus si elles ne sont pas régulières. Donc ça, c'est une partie importante du lien aussi qu'on a avec les gens et des choses qu'on propose. Le travail aussi en médiation en santé permet de voir vraiment le fait d'aller voir les gens toutes les semaines à plusieurs endroits sur les lieux de travail, ça nous permet de repérer aussi quels sont les soucis. On demande comment ça va en fait quand on passe avec le bus. Et notamment, ça nous permet d'adapter nos pratiques en fonction. Par exemple, notre action de dépistage tous les 15 jours à la Grave, ça ne sert pas du tout à certaines personnes qui ne se déplaceront pas. Donc nous, on a mis en place une permanence TROD où on fait au mieux pour, même si on est en camion, même si on est sur des horaires de travail, pour préserver la confidentialité, mais pouvoir dépister des gens qui le souhaitent. Voilà pour ces exemples. On peut passer à la suite. Ouais, alors très rapidement, on a aussi d'autres actions. Donc, on forme des professionnels du secteur associatif, sanitaire et social sur accueil et accompagnement des travailleuses du sexe, mais aussi depuis quelques années, on a accompagné, on a formé des équipes éducatives de foyers de l'ASE ou quoi sur la question des mineurs. Voilà, et donc on a aussi toute une action de plaidoyer. Donc on est inscrit dans une fédération qui s'appelle la Fédération Parapluie Rouge, qui est une fédération nationale qui réunit l'ensemble des associations de santé communautaire. Et en tout cas à Toulouse, on fait du plaidoyer avec des manifestations, des événements publics. On va rencontrer des élus, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire remonter ce qu'on constate sur le terrain, ce que les personnes nous disent aussi quand on va les voir tous les jours sur le terrain, sur ce qui freine, ce qui est quand même, en tout cas, ce qui dégrade leurs conditions de travail. Et on a aussi, alors là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais on en a fait quand même plusieurs, des recherches-actions qui nous ont permis de faire évoluer aussi nos pratiques professionnelles, de mettre en place des nouvelles actions. Et donc, je vous parlais notamment celle qui a permis de mettre en place l'action de Maraude numérique en 2009. Donc, on passe au cadre légal. Donc, concernant la prostitution des majeurs en France. Donc, la France a une position abolitionniste depuis 1946, et donc la fermeture des maisons closes. Abolitionniste, ça veut dire qu'il considère, donc la France considère, l'État français considère que la prostitution est une violence en soi, est une violence faite aux femmes en soi, et qu'il faut l'abolir, qu'il faut arrêter la prostitution. C'est un sujet qui est très clivant, comme vous le savez. Nous, on ne se situe pas du tout dans cette perspective abolitionniste-là. Donc c'est depuis là où on va parler. Nous, on est vraiment donc on dénonce en fait tout ce cadre légal qui, pour nous, en tout cas, a des impacts en premier lieu sur les personnes, sur les travailleuses du sexe, et comme plein d'organisations de santé, on dénonce ces politiques qui pénalisent le travail sexuel. Donc on rejoint des ONG comme Médecins du Monde, Amnesty International ou des agences de l'ONU comme l'ONU-SIDA, etc. Donc la prostitution est légale en France, c'est une activité légale qu'il faut déclarer. Donc tous les revenus de la prostitution, il faut les déclarer. Il n'y a qu'un seul statut possible de déclaration, c'est le régime de l'auto-entrepreneuriat, donc qui n'apporte pas des droits comme le droit du travail. Parce que si les personnes ne se déclarent pas, elles peuvent être soumises à des redressements fiscaux. Concrètement, c'est une minorité de personnes qui se déclarent, mais disons que par exemple pour des personnes, on va dire, un peu plus âgées, qui ont travaillé il y a quand même plus de temps, donc à un moment il y avait plus d'argent, et qui, par le travail du sexe, ont réussi à acquérir des biens immobiliers ou autres, elles ont pu avoir des redressements fiscaux. Donc il faut se déclarer sous le régime de l'auto-entrepreneuriat.
Mais nous, on dit que c'est une activité légale dont toutes les conditions d'exercice sont rendues illégales. C'est pour ça que c'est assez complexe à comprendre. Donc, il y a les lois sur le proxénétisme qui datent, il me semble, des années 60. Donc, le proxénétisme, il y a 3 types de proxénétisme dans les lois sur le proxénétisme. Donc, il y a le proxénétisme de contrainte. C'est ce qu'on imagine quand on parle de proxénétisme. Donc, c'est le fait de forcer quelqu'un à se prostituer. Donc, évidemment... Donc ça punit les proxénètes qui contraignent des personnes à se prostituer. Et évidemment que nous, sur cette question-là, on accompagne en fait évidemment les personnes qui sont sous contrainte à, quand elles le souhaitent, quand elles nous le demandent, à fuir en fait les personnes qui les contraignent, à fuir les réseaux qui les contraignent. Et on travaille notamment très bien avec un dispositif qui s'appelle le dispositif Accès, qui est un dispositif de protection des victimes de traite. Voilà, sur ce type de proxénétisme. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le proxénétisme hôtelier, qui condamne tout propriétaire d'appartements, de Airbnb, d'hôtels ou autres, qui loue son bien à une travailleuse du sexe en sachant qu'elle va y travailler dedans. Donc là, vous vous rappelez de vous travaillez chez vous, pas chez vous, tout ça, toutes les personnes qui louent, déjà, voilà. Le problème que ça pose, c'est que maintenant, et notamment, alors, ça s'est vraiment renforcé avec les JO, par exemple sur Airbnb, il y a quand même un peu une chasse aux travailleuses du sexe, c'est-à-dire que toute personne qui va être soupçonnée, alors il y a beaucoup d'hommes qui font des allers-retours quand elles louent, machin, elle va être bannie du site. Sur les hôtels, en fait, les travailleuses du sexe vont chercher des hôtels où il n'y a pas de réception, pour être plus discrètes. Quand elles bossent dans leur appartement et qu'elles sont locataires, elles vont chercher à se cacher du voisinage, des propriétaires, etc. Ce qui, vous imaginez bien, les isole énormément, et en cas de violence et d'agression, elles n'ont pas de ressources, ou très peu de ressources, pour pouvoir à solliciter en cas de violence. Et aussi pour trouver un logement, évidemment c'est compliqué, déjà sans fiche de paye, etc. Mais quand il s'agit d'une femme migrante ou avec un accent qui va être, par exemple, d'origine d'Europe de l'Est, donc dans l'imaginaire, qui va être prostituée ou supposée l'être, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver un logement. Et on a aussi, on rencontre des personnes qui se sont fait expulser de leur logement parce qu'elles recevaient des clients chez elles, ou qui sont dans une angoisse perpétuelle et permanente de dire, moi je dis à mes clients, il y en a un qui prend l'escalier, l'autre qui prend l'ascenseur. Enfin, c'est vraiment très compliqué pour des personnes. Ça, c'est le deuxième type de proxénétisme, et notamment, comme vous êtes à Toulouse, vous savez, rue Bayard, il y a en 2017 un hôtel qui a fermé. C'était sur ce chef d'inculpation-là, et le gérant a pris cette enferme pour proxénétisme hôtelier. Donc c'était le Grand Toulouse, l'hôtel Le Grand Toulouse rue Bayard, et donc il y avait 14 personnes qui vivaient dans cet hôtel. C'était un hôtel où il y avait des personnes qui vivaient, dont je crois 10-12 travailleuses du sexe. Et certes, c'était un hôtel, alors pas très salubre, ou voilà, machin, mais nous, on accompagnait des personnes qui vivaient dans cet hôtel, et ensuite, après ça, ça a été très compliqué pour elles de retrouver un logement stable, et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés de campements, des hôtels par-ci ou quoi. Donc voilà. Le dernier type de proxénétisme, je vais accélérer parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps, c'est le proxénétisme... Comment ? Le proxénétisme d'aide et de soutien. Donc qui punit toute personne qui apporte son aide, son soutien au travail, à la prostitution. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai une amie qui est prostituée, je l'emmène en voiture sur son lieu de travail, je suis proxénète. Ou là, les prostituées ne peuvent pas embaucher d'agents de sécurité. Il est proxénète, dans le fait. Ou les conjoints. Les conjoints peuvent se retrouver... En fait, toute personne qui va être considérée comme profitant de l'argent de la prostitution... Conjoint, on vit ensemble, ou colocataire, on partage les frais, voilà. Les personnes, ou les travailleuses du sexe entre elles qui vont louer. Alors, la situation que vous avez décrite tout à l'heure, un groupe de travailleuses du sexe qui va louer un bien pour travailler ensemble, alors là, elles sont proxénètes les unes des autres, le propriétaire est proxénète, tout le monde est proxénète. Hein. Il n'y a pas besoin de contraintes pour le proxénétisme. C'est ça qui est très complexe. Et le proxénétisme est extrêmement large dans la loi. Évidemment que nous, on dénonce tout ce qui est proxénétisme la contrainte, évidemment qu'on lutte contre l'exploitation et le travail forcé. Mais après, nous, ce qu'on va dénoncer dans la loi, c'est le fait que le proxénétisme soit extrêmement large et que du coup, ça impacte en premier lieu les travailleuses du sexe.
Voilà. Ensuite, la loi de lutte contre les systèmes prostitutionnels, dite de pénalisation des clients, donc c'était la loi de 2016, qui a été mise en place en 2016. Donc il y a un volet répressif de la loi qui punit les clients, voilà, de 1 500 € d'amende. Et donc cette loi est venue un peu, remplacer en tout cas. Avant, il y avait le racolage passif qui avait été mis en place en 2003 par Nicolas Sarkozy. Et l'idée de cette loi, c'était d'inverser la charge pénale, c'est-à-dire de dire que les prostituées ne seraient plus délinquantes, donc d'abroger ce racolage passif, mais de mettre que ce soit les clients qui soient punis. Et donc, nous, on a toujours été critiques de cette loi parce qu'on pensait bien, et on le vérifie sur le terrain, que ça allait impacter en premier lieu les travailleuses du sexe. Parce que qui dit pénalisation des clients dit moins de clients. Qui dit moins de clients dit en fait que le pouvoir de négociation passe plus du côté des clients, puisqu'ils sont moins nombreux. Les travailleuses du sexe ont moins de pouvoir de négocier les tarifs, le port du préservatif, etc., etc. Ou même, il y en a certaines qui sont obligées d'accepter des clients qu'elles n'auraient jamais acceptés avant parce qu'elles ne le sentent pas, ou il est trop bourré, ou ceci ou cela. Mais comme il y en a beaucoup moins, voilà. Et on a fait une étude aux 2 ans de la loi en 2018, menée par des chercheurs auprès de plus de 600 travailleuses du sexe qui, malheureusement, est allée appuyer ce qu'on avait prédit, quoi. Voilà, mais il y a aussi un volet social, donc c'est le parcours de sortie de la prostitution. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un dispositif qui propose aux personnes d'obtenir un titre de séjour de 6 mois renouvelable pendant 2 ans et une allocation de 330 € par mois, non cumulable avec d'autres minima sociaux. Donc on ne peut pas cumuler avec le RSA, donc évidemment pour les personnes françaises ce n'est pas du tout intéressant. Et après, comme vous le voyez, c'est quand même une toute petite allocation. Même les titres de séjour de 6 mois renouvelables, donc c'est des autorisations provisoires de séjour, quand les personnes obtiennent ces autorisations, même pour trouver un emploi ou quoi, c'est compliqué parce que en fait l'employeur il voit 6 mois, c'est très précaire. Et disons, nous, alors, faut être agréé par la préfecture et il y a des commissions tous les 3 mois à peu près en préfecture où il faut présenter des dossiers, donc c'est tout un dossier à monter, et ensuite il faut le présenter en préfecture, défendre le dossier de la personne, où c'est une commission où il y a une procureure, il y a la police, je sais pas tous les acteurs qu'il y a dans cette commission, mais mes collègues qui sont là pour le détailler si vous avez besoin, et il y a les autres associations agréées aussi, bien sûr, et donc voilà. Et c'est, disons que nous, on a toujours accompagné, avant le parcours de sortie, les personnes qui voulaient arrêter l'activité. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu ce parcours de sortie pour accompagner les personnes à arrêter cette activité, à faire une autre activité professionnelle. Et puis aussi, voilà, c'est quand même compliqué, dans le sens où il y a quand même très peu de gens qui sont dans ce parcours-là par rapport aux promesses qui avaient été faites au moment de la loi. Au moment de la loi, les promesses étaient 1000 par an. Là, la loi, c'est 2016. J'ai plus les chiffres exacts actuels, mais je pense qu'on n'a pas dépassé les 2000 dans toute la France depuis la mise en place de la loi. Voilà, et il me reste... Il me reste 5 minutes. Voilà, je vais assez vite. Après, si vous avez des questions, des remarques ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Et puis, une dernière chose, il y a les arrêtés municipaux. Donc, qui sont mis en place, donc qui existent depuis 2002, et donc c'est les municipalités qui décident ou pas de mettre en place des arrêtés municipaux anti-prostitution. À Toulouse, on a ces arrêtés qui sont en place depuis 2014, donc depuis l'arrivée de la dernière municipalité, donc, et qui s'étendent d'année en année. Ces arrêtés sont revotés chaque année, donc ça interdit certaines rues à l'exercice de la prostitution. Donc là, concrètement, à Toulouse, c'est le canal de la gare jusqu'à Pont-Jumeau, et puis l'avenue des Minimes, l'avenue des États-Unis, jusque très loin dans l'avenue des États-Unis, jusqu'au périph', quoi. Jusqu'au gros rond-point, où après, il y a le KFC et tout. Enfin, voilà. Jusque-là, c'est interdit. Ce qui fait que... bon, déjà, ça... C'est pas logique parce que ça va à l'encontre de la logique de l'État français abolitionniste qui considère que les prostituées sont des victimes, c'est-à-dire que ça les remet dans des positions de délinquantes, en tout cas face à la police municipale. Et donc les personnes qui travaillent dans ces rues-là se prennent des amendes, plusieurs amendes par jour,
Voilà, donc c'est quand même déjà des personnes très précaires. Elles vont cumuler des amendes et des dettes qui vont être cumulées, qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Et surtout aussi, en fait, elles font face quand même à un harcèlement policier, parce qu'on parle de 2-3 amendes, voire plus, voilà, et tous les jours. Et pour elles, là, elles vont évidemment, avec ces arrêtés, voir la police plus comme un organe de répression que comme un organe de protection. Donc quand il va y avoir des agressions dans la rue, en fait, la plupart ne veulent pas porter plainte. Déjà parce que pour elles, la police, c'est d'abord les personnes qui leur mettent des amendes. Et après, aussi, comme ma collègue l'a dit, la question de la plainte et la question, notamment en cas d'agression sexuelle, du traitement policier et judiciaire des violences faites aux travailleuses du sexe, c'est encore très très compliqué. Voilà, mais bon, c'est pour ça que nous on accompagne les personnes à la plainte, qu'on a une avocate spécialisée et que voilà, parce que l'accès à la justice est quand même très compliqué. Donc voilà pour le cadre légal. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde ou si vous avez des questions. Ok, et ben on va en venir à notre dernière. Donc nous, pour cette intervention là aujourd'hui, on nous avait demandé un peu de présenter la question des rapports entre consommation de produits et prostitution, ou nous ce qu'on va appeler plutôt échange économico-sexuel, comme ça a été aussi dit tout à l'heure. C'est un terme qui vient d'une sociologue féministe qui s'appelle Paola Tabet. Donc dont la définition, c'est toute relation sexuelle impliquant une compensation. C'est pour aussi parler des personnes qui vont échanger du sexe contre un hébergement, contre des produits, contre autre chose que de l'argent, et des personnes qui vont aussi ne pas se reconnaître comme prostituées ou escortes ou travailleuses du sexe, etc. Voilà. Du coup, rapidement, nous, on reçoit des personnes à la fois qui disent qu'elles sont je me prostitue, je suis travailleuse du sexe, mais d'autres qui n'utilisent pas forcément ces termes-là. Et de toute façon, on essaye de partir de comment les personnes se nomment elles-mêmes. En ce qui concerne les personnes qui, à la fois, pratiquent les échanges économico-sexuels et nous parlent de conso de produits psychoactifs, souvent, la majorité ne dit pas « je suis travailleuse du sexe », n'a pas de revendication sur ce statut ou n'utilise pas spécialement le terme prostitution. Donc nous, on s'adapte aussi à aux mots utilisés par les gens qui viennent nous voir. Et les codes ne sont pas toujours les mêmes par rapport à d'autres travailleuses du sexe. Il n'y a pas forcément des places et des horaires fixes de travail. Certaines personnes dans la rue, par exemple, sortent tous les soirs. Là, pour des personnes consommatrices, ça va être selon la situation, selon le besoin de conso, d'hébergement, à quel moment du mois on est, est-ce que le RSA est fini ou pas, ça va être moins régulier en tout cas. Donc là, nous, quand on aborde en tout cas la question de la prévention sur le travail du sexe, on va peut-être utiliser plutôt des termes que la personne dit « j'ai travaillé hier, je suis sortie hier » et on reprend assez simplement ce genre de termes-là. Pour la plupart des personnes qu'on connaît, consommatrices de produits, elles connaissent... pour le moment, moi j'en ai rencontré aucune qui ne connaissait pas déjà Clémence Isor, Arpad, Intermed, les structures d'accompagnement de soins liées à l'addiction étaient vraiment bien connues des personnes. Elles savaient aussi quel jour passait le camion avec le matériel à tel endroit. Donc il y avait un bon lien quand même, une bonne connaissance de ces ressources-là. Et quand je suis arrivée il y a 6 ans, les personnes séparaient la partie travail du sexe et la partie conso. Donc chez nous, elles venaient chercher plus les préservatifs et parfois un peu de matériel. Et en général avaient un suivi ailleurs. Parfois, elles venaient plus nous voir parce qu'il y avait eu une dispute avec un autre usager ou une autre usagère et du coup, elles ne veulent pas retourner à cet endroit-là par peur de croiser cette personne ou un conflit avec l'équipe.
la personne était sortie du cadre, du coup, elle ne pouvait pas venir pendant tant de temps, mais sinon, c'était assez séparé. Donc nous, on a aussi choisi de respecter quand les personnes, elles préfèrent cloisonner des parties de leur vie, tel asso pour telle question et tel autre. Après, comme on a le matériel à disposition, nous, c'est un travail qu'on fait aussi de proposer. On donne donc de toute façon les préservatifs, le gel lubrifiant, tout ce qui est lié plutôt à la prévention des IST. Et on continue de proposer le matériel de réduction des risques sur les consos. Et là, c'est vrai que nous, en tout cas, ce qu'on donne en pipe à crack, ça a explosé. Mais dans les 2-3 dernières années... ça a fait un bond dans le budget prévention que même les directrices n'ont pas compris sur le coup. On s'est mis à acheter du matériel alors qu'avant on se faisait un peu dépanner par les structures et ça suffisait, quoi. Donc là on a un peu plus quand même d'échanges à ce niveau-là et les personnes sont plus venues nous voir, mais aussi dans un contexte où tout le monde s'est beaucoup plus précarisé. En tout cas dans les usagères de l'asso. Donc on a des personnes qui viennent aussi juste pour manger une soupe, juste pour se poser, être au chaud, et avec qui on essaye de voir s'il y a des besoins sur ces questions-là. Souvent on oriente aussi également, quand il y a des gens qui ont arrêté des suivis, on réoriente... soit là où elles étaient suivies avant, si elles en ont envie, soit parfois ailleurs, parce qu'elles ont coupé le lien, elles n'ont pas envie de le reprendre tout de suite. Voilà, donc nous, c'est à peu près notre travail autour des consos, de faire attention à afficher dans notre local, dans notre bus, l'ouverture qu'on a, où on peut parler de ça, on peut questionner comment ça se passe au niveau des consommations, est-ce que là, ça va, est-ce que là, je me sens bien... Et d'utiliser vraiment le matériel et les affiches ou les petits flyers comme support pour rentrer dans les discussions à travers ça. Et ouais, vas-y. Après, on est aussi en contact, mais alors là, ça va être plus au niveau virtuel, enfin par Internet, avec des personnes et notamment des HSH, enfin des hommes, qui ont des relations sexuelles avec des hommes, qui pratiquent le chemsex. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, le chemsex. Alors le chemsex, c'est le fait de faire du sexe sous produit. En gros, c'est ça. C'est une pratique. Et que du coup, en tout cas, dans les communautés gays, c'est une pratique qui est de plus en plus présente depuis ces dernières années. En tout cas, qui a... alors là, en dehors de la prostitution, hein, on parle et donc ça arrive dans la prostitution masculine, forcément, et que ça a touché aussi des publics qui étaient peu en contact avec des assos de prévention, qui n'avaient pas de connaissances, d'outils de réduction des risques, etc. Donc il a fallu essayer de toucher ce nouveau public. Voilà. Et donc, concernant les hommes qui se prostituent, les travailleurs du sexe, c'est vrai que c'est un sujet. Alors, il y en a qui viennent un peu à l'association, mais quand même, ça reste très minoritaire, mais on est quand même en contact avec des personnes. Voilà, et c'est vraiment aussi comment réduire les risques. Et c'est d'autres pratiques de consommation. Ça va être voilà, les personnes vont pouvoir faire des week-ends entiers sans dormir, sous produits, voilà, sur des questions pour faire du sexe. Et que... donc aujourd'hui, et ça les hommes nous le disent, les travailleurs du sexe nous le disent, c'est très très compliqué de travailler si on ne prend pas de produit, quand on a un homme aujourd'hui travailleur du sexe. Et il y en a qui le font, qui disent non, moi je ne prends pas de produit, je ne veux pas que tu prennes de produit, mais ils perdent beaucoup de clients. Voilà. Et c'est vrai que maintenant on voit des profils, on voit des gens qui proposent un service complet, c'est-à-dire ils fournissent les escortes hommes vont être dealers et travailleurs du sexe, quoi, vont fournir les produits, les prestations complètes. Voilà, donc ça, et que ça c'est vraiment aussi ces produits-là, c'est beaucoup de nouveaux produits de synthèse en tout cas on connaît peu, c'est les catinones, la 3-MMC, enfin bon, je vous dis que ceux que je connais parce que et donc c'est vrai qu'on connaît peu ces produits-là, donc on apprend aussi en même temps et on se forme aussi avec d'autres associations sur cette question-là. Voilà. Là, on va vous proposer peut-être
peut-être de faire vos retours ou de poser vos questions, sinon on pourrait continuer, mais il reste un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Et peut-être ce serait plus intéressant si vous avez besoin d'éclaircir des choses. Ouais, deux questions. Merci. Je voulais savoir si vous aviez des éléments sur, un petit peu étayés peut-être, sur les conditions d'exercice de la prostitution et l'usage des produits. Alors, on a bien compris qu'en France, de toute façon, il n'y avait pas de situation, entre guillemets, idéale, puisque c'était... il n'y a pas de conditions d'exercice vraiment légales, mais par rapport à d'autres pays, comme les Pays-Bas, voilà, est-ce qu'on constate ou pas que quand les conditions d'exercice remplissent certains critères de sécurité ou autres, est-ce qu'il y a moins d'usage de produits ou pas? Est-ce qu'on peut faire un rapport comme ça? Non, alors on n'est pas sociologue et on n'a pas étudié, donc on peut pas vous avancer des données comme ça. Par contre, moi, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça fait 8 ans que je travaille à l'association. Quand je suis arrivé à Griselidis, disons qu'il y avait très peu d'usagères de produits, je dirais assez peu. Je sais pas, j'imagine pas vraiment plus que dans la population générale. Et aujourd'hui, et notamment avec la crise sanitaire et la dégradation de la santé mentale de beaucoup de gens sont en souffrance psychique et tout ça, il y a une augmentation de la consommation de produits, mais je pense aussi comme dans la population générale. Je sais pas. Vous ne faites pas forcément un lien entre la situation de prostitution et le fait de... Non. consommer des produits. Non, moi pour rejoindre June, j'avais fait un stage et après j'avais travaillé brièvement à Griselidis il y a 13 ans. Et effectivement, le nombre de personnes qui consommaient des produits par rapport à la file active de l'association n'était pas important. Là, j'ai l'impression aussi qu'on reçoit... Alors, c'est des questionnements qu'on a en équipe, mais on a des personnes qui viennent nous voir aussi parce qu'elles sont au carrefour et à l'empilement de plein de stigmatisations. Et avec effectivement une santé mentale qui s'est vraiment beaucoup dégradée. Et d'ailleurs, la psychologue, c'est quelque chose de récent. C'est pas quelque chose qu'on a mis en place à la base dans l'association historiquement, loin de là. Et finalement, c'est parce qu'on n'arrivait pas à répondre à la demande, à la souffrance psychique des personnes qu'on accueillait, on s'est formé nous d'abord plus formé ou reformé sur les questions de risque suicidaire, d'écoute, de soutien psychique, etc. Et en fait, on avait besoin comme on ne pouvait pas orienter parce que le système de santé mentale est assez mis à mal, on a dû embaucher en interne. Mais si des collègues veulent partager leur point de vue, qu'elles n'hésitent pas. D'autres questions ? Ouais. Bonjour. Du coup, ma question, c'était plus par rapport à cette notion de chemsex et le lien finalement entre... comment dire ça ? Se définir comme homme dans cette pratique, enfin, être un homme, avoir cette pratique-là et consommer des produits. Pourquoi est-ce que c'est plus communauté gay et est-ce que c'est quelque chose de plus général ou... Je pense que ça s'étend. Alors, franchement, je suis pas un spécialiste du chemsex et j'aurais pas de réponse. Enfin, je pense qu'il commence à y avoir des études dessus. Voilà, il y a plein d'articles sur des témoignages d'hommes de pourquoi. Voilà, c'est une manière. Moi, je dirais, ça n'engage vraiment que moi, qu'il y a quand même quelque chose en rapport avec la question de l'homophobie dans la société, et que c'est quand même si c'est quand même plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, évidemment, mais de s'assumer soi-même et de l'image de soi que ça renvoie, là, en tout cas, ce qui concerne les hommes en tant qu'hommes, d'être gay ou en tout cas d'avoir des désirs envers d'autres hommes. Tout ça, moi, personnellement, j'ai fait les dépistages, les trottes dans les saunas gays de Toulouse pendant 3-4 ans. Et on est allé faire des actions sur des lieux de rencontres extérieures entre hommes. Il y a quand même... Alors, presque la moitié des hommes qui fréquentent ces lieux-là, ou un tiers, sont des hommes qui sont mariés avec des femmes
dans leur vie extérieure et qui ont une vie hétérosexuelle, sociale dans toute leur vie, et que ces moments-là sont les seuls moments où voilà, ils vont partager du sexe avec des hommes, mais qu'au final, c'est des moments vraiment cachés. Et voilà, et il y a quand même... moi, je me dis, dans ces lieux-là, comme j'ai rencontré quand même beaucoup d'hommes déjà, par exemple, ces hommes-là, pour eux, le dépistage, c'est très très compliqué, l'accès au dépistage, parce qu'ils se disent, si j'ai quelque chose, leur vie s'effondre. C'est pas, je vais prendre un traitement ou machin, ils peuvent pas demander à leur médecin de famille. Il y en a qui vivent à la campagne, s'ils doivent avoir des traitements, et après, s'ils ont une IST, bah, leur femme, voilà. Et donc, pour eux, donc déjà qu'on voit voilà, qu'il y a des choses qui sont très compliquées, donc je sais pas, c'est moi qui dis ça, je vous invite à lire des choses sur le chemsex, mais en tout cas, des témoignages que j'ai pu lire, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un besoin de désinhibition, parce que aussi l'image de soi est pas simple, etc. Bon. Oui, j'avais une petite question par rapport à... Est-ce qu'il y a un changement de pratique? Parce qu'on a vu que dans ce que vous décrivez, que la pratique est très contrainte, enfin que c'est quand même très contradictoire, donc ça laisse peu d'espace pour le travail du sexe, voire pas du tout. Et je me disais, avec les réseaux sociaux ou avec le numérique, est-ce qu'il y a un changement de pratique qui fait que les travailleurs et travailleuses du sexe quittent la rue petit à petit pour être moins confrontés, je sais pas, à la police ou voilà. Je me demandais s'il y avait ça. Oui, mais c'est pas accessible à tout le monde, en fait. Ouais, c'est pas forcément des vases communicants, la rue et Internet. Parce que en fait, pour passer sur Internet, il faut maîtriser le français, maîtriser l'écrit, maîtriser l'outil informatique et avoir accès à Internet. Ce qui fait beaucoup de choses. Donc c'est sûr qu'il y a moins de monde dans la rue, et c'est sûr qu'il y a plus de monde sur Internet, mais c'est pas forcément le public de la rue qui passe sur Internet. Mais en effet, il y a une explosion. Moi, je donne toujours cet exemple-là sur le plus gros site d'escorte en France. Quand je suis arrivé à Toulouse, à Griselidis en 2016, il y avait 100 personnes inscrites sur ce site. Avant la crise sanitaire, il y avait 450 personnes. Aujourd'hui, on est presque, ça dépend des jours, à 700-800 personnes. Enfin, 700-800 profils. Donc après, il y a des fakes, il y a des... Voilà. Mais quand même, ça montre bien qu'il y a beaucoup plus de monde sur Internet. Après, il y a aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure, le travail du sexe virtuel qui se développe, donc tout ce qui est camgirl, etc. Nous, c'est vrai que le cœur de notre travail, c'est vraiment que les personnes qui se prostituent, c'est-à-dire comme on est une asso de lutte contre le VIH, qui rencontre des clients physiquement. Après, je veux dire, ça nous est arrivé quand même de répondre ou de travailler avec des gens qui font du travail du sexe virtuel, notamment sur des questions de cyberharcèlement. Voilà. Après, il y a quelques personnes qui ont commencé à combiner, comme il y avait moins de clients dans la rue, à combiner avec aussi du travail à la maison. Mais pour qui c'est pas forcément confortable de travailler comme ça, justement. Oui, mais vu la baisse de revenus dans la rue, des personnes qui, elles, avaient un logement, un accès à Internet, une facilité avec les outils à utiliser, qui l'ont fait, mais pas sur une question de choix de « ah, c'est ce qui me convient le mieux », sur une question de compenser la baisse de revenus. Parce que c'est pas du tout le même travail. Moi, il y a des gens, quand je vois dans la rue, qui me disent « mais moi, jamais je travaillerai sur Internet. Pour monter avec un client, j'ai besoin de voir ses yeux. Internet, c'est trop dangereux. » Et il y a des gens qui commencent sur Internet qui sortiraient jamais dans la rue. Mais il y a aussi plein de gens de la rue qui ont ces habitudes-là, qui disent « non, mais moi, j'ai besoin de voir le regard de la personne. » Et pour eux, c'est vrai, pour elles, c'est très très important. Du coup, Tout à l'heure, vous parliez du cadre légal, en disant qu'il fallait se déclarer si on était prostitué, mais à la fois tous les endroits sont illégaux. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire, en fait, il faut se déclarer en auto-entreprise. À un moment, il y avait, si vous voulez rentrer dans les détails, il y avait service des hôtesses prostituées. Je ne sais même pas si ce code ROM existe toujours. Bon, bref, en tout cas, il y a des gens la plupart des personnes qui se déclarent
comme autre chose au vu du stigmate de l'activité. Elles vont pas se déclarer comme prostituées, clairement, elles vont se déclarer comme masseuses bien-être ou autres. Et après, après il y a le cadre légal, le reste du cadre légal. C'est pour ça que nous, disons qu'on est critique de ce cadre légal, parce qu'on trouve ça aussi très hypocrite et totalement paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, il faut se déclarer, mais d'un autre côté, on ne peut pas travailler là, dans telle condition, dans telle condition, dans telle condition. Les clients sont punis. Voilà. Donc, je ne sais pas si il y avait une Donc aujourd'hui, il n'y a aucun lieu où elles peuvent exercer si elles sont propriétaires, dans leur appartement, elles sont propriétaires. Ok. Voilà. Ou non, l'espace public. Parce que je veux dire, même les saunas, je disais tout à l'heure, moi j'ai fait des dépistages dans les saunas, mais je veux dire, les patrons de sauna, les gérants de sauna, eux, c'est tout un enjeu qu'il n'y ait pas de prostitution, parce qu'ils peuvent être vite taxés ou poursuivis pour proxénétisme. Donc il y a aussi en tout cas eux, ils ont cette vigilance-là. Donc les personnes qui viennent rencontrer des clients dans les saunas, il faut qu'elles soient très discrètes, quoi. Du coup, j'ai une autre question. Ouais. On a bien vu qu'en Belgique, c'était des pratiques qui étaient légales. Est-ce qu'il y a une différence avec les prostituées de France et d'autres pays par rapport au contexte légal ? Oui, alors la Belgique, là, depuis pas longtemps, a été même décriminalisée, comme la Nouvelle-Zélande. C'est en gros un modèle où... Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les détails du cadre légal des autres pays, je connais pas vraiment les détails, voilà. Mais en gros, je sais qu'en Nouvelle-Zélande, ça date d'il y a quand même pas mal d'années, donc on a plus de recul en termes de santé, et notamment de transmission VIH ou des autres IST. Ça a un gros impact, la décriminalisation, ça fait énormément baisser ces transmissions d'IST. Parce que comme je disais tout à l'heure, plus c'est pénalisé, plus les personnes vont être contraintes, donc elles vont accepter des clients qui vont demander du sang préservatif. Et en fait, il y en a... Je vous donne un exemple très, très simple. En fait, des fois, on est dans la rue, il est 3h du matin, il y a des personnes qui nous disent « Mais là, j'ai dit 10 fois non à du sans-capote. » À 3h du matin. Elles ont fait 0 client. Il faut bien rentrer avec un billet. Donc peut-être à 4h, à 5h, elles vont finir par dire oui. C'est aussi simple que ça, quoi. Je sens que ça a été une longue après-midi. Questions qui ont amené ce choix aujourd'hui. Est-ce que ça répond aux questions que vous aviez ? Oui, il me semble. Voilà, la question aujourd'hui, c'est pourquoi cette plateforme et cette thématique, effectivement, c'est parce que... Oui, c'est parce que les nombreux échanges que nous avons avec vous, partenaires de terrain, c'est des questions qui reviennent souvent parce qu'on accompagne tous ce public, on va dire entre guillemets, ou soit qui est en situation de prostitution ou avec des conduites addictives, et souvent les deux. Donc la question, c'était d'essayer d'avoir des éclairages, une réflexion commune aussi, de manière à enrichir nos pratiques professionnelles et de les adapter au mieux au public cible. Je pense qu'aujourd'hui, avec les deux interventions, on a quand même un peu plus de billes, il me semble. Je sais pas ce qu'on dit... le public aujourd'hui, mais oui, c'était les questions, comment on peut aussi appréhender ces questions-là, parce que comme vous le disiez très justement, ce ne sont pas des personnes forcément qui vont de suite parler de prostitution, d'addiction, etc. Et nous, on le voit aussi. À Clémence Isor, alors forcément, nous, ils nous viennent pour les addictions, les conduites addictives, mais on sait très bien qu'il y a aussi tout ce que parlait Claude tout à l'heure, la question des psychotraumas, et donc souvent des questions... de violences sexuelles, etc., ou de pratiques. En tout cas, n'hésitez pas, on a laissé des plaquettes de l'association sur chaque table. Et vous pouvez, si vous vous sentez en difficulté dans une situation, vous pouvez nous appeler. Nous, on échange volontiers avec d'autres partenaires. Alors, avant de... Il y a une question. Merci. Justement, en fait, moi, je suis pas. En fait, je me demande qu'est-ce que vous. J'ai l'impression qu'une partie des réponses qui peuvent être proposées tiennent beaucoup au cadre légal national. Et je sais pas quel conseil vous pourriez donner aux
aux interlocuteurs qui sont dans la pièce, avec leurs moyens, dans leur structure, qui ne sont pas forcément spécialistes de ces questions-là, mais qui ont des publics qui sont concernés. Bon, vous avez dit qu'on pouvait vous appeler, mais est-ce qu'il y a d'autres... Déjà, nous, on croise souvent des partenaires qui pensent que la personne qui exerce le travail du sexe, elle fait quelque chose de mal, soit légalement, soit moralement. Je pense que nous, un des retours qu'on a, et une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup d'accompagnement physique, c'est les rapports et les expériences, et plutôt les mauvaises expériences que les gens ont eues. Du coup, à chaque fois que c'est possible d'avoir un contact qui n'est pas jugeant, qui ne fait pas une enquête, mais c'est un peu la base normalement de tous les accueils, mais c'est vrai que sur le travail du sexe, c'est vraiment très très délicat, quoi. Ce que vous voulez dire, c'est que les personnes, quand elles vont quelque part, elles ont peur d'être jugées, c'est ça? Ah bah oui, elles le disent complètement. Elles disent « je ne retournerai pas à tel endroit, ils sont racistes, je ne retournerai pas à tel endroit, on m'a posé des questions trop bizarres ». Et nous, on constate aussi effectivement que, étonnamment, beaucoup de femmes migrantes, travailleuses du sexe, ont un implant contraceptif et on leur a pas bien expliqué comment ça fonctionnait. Et quand elles retournent pour changer de contraception ou l'enlever, si nous, on prend pas un rendez-vous, elles peuvent pas. Bon, par exemple, des choses comme ça, mais c'est pareil sur la conso de produits. Les personnes racontent des expériences, en tout cas médicales, négatives, etc. Du coup, c'est l'enjeu, en tout cas, d'accueillir les personnes sans les réduire à une chose en particulier. Après, Pardon, Martine. Juste pour répondre à la question, il y a la question aussi de la réduction des risques. Ça a été aussi abordé tout à l'heure par Claude et c'était aussi abordé par Griselidis. Je crois qu'on peut aussi, à l'instar de Clémence Isor, la réduction des risques aujourd'hui, parce que c'est pas forcément un public qui souhaite soit, alors si on parle des addictions, un sevrage, soit d'arrêter le travail du sexe, etc. Mais comment on les accompagne à un moment donné à pouvoir réduire les risques au niveau de la santé, des risques physiques, etc. etc. Je crois que ça correspond un peu à la question que vous avez posée. La question que vous posiez, c'était à savoir, est-ce qu'un autre cadre légal change, un, le regard, deux, la question de la santé, est-ce qu'il y a une évolution positive avec une loi moins moralisatrice, moins discriminante? Il me semble que c'est ça que vous avez posé comme question. Et en tout cas, Joe n'avait pas vraiment la réponse sur l'Europe. Moi, je ne connais pas du tout les lois européennes en matière de prostitution, j'en sais rien. En tout cas, pour comparer avec la Nouvelle-Zélande, qui est un lieu beaucoup moins discriminant, où il y a, c'est toléré, c'est légal, c'est totalement légal. En fait, c'est décriminalisé. Nous, c'est un peu, c'est-à-dire que il n'y a pas de, enfin, non, je vais pas parler pour la Nouvelle-Zélande. Mais pour nous, la décriminalisation, c'est-à-dire l'abrogation des lois qui sont spécifiques à la prostitution, c'est-à-dire que l'entrée dans le droit commun des personnes. Et sur la question de l'exploitation, du travail forcé, de la contrainte, il y a déjà des choses qui existent dans le droit pénal sur la question du travail forcé, de la traite, etc. Et voilà. Et après, évidemment, nous, on défend l'accès aux droits aux personnes, c'est-à-dire que pour nous, si les personnes avaient plus d'accès aux droits au travail, au logement et de droit du séjour, au séjour, et en fait, les personnes seraient beaucoup moins vulnérables à l'exploitation et à la contrainte au travail du sexe. Parce que, tout simplement, pour des femmes migrantes qui arrivent d'Afrique subsaharienne sans papier, en France, il n'y a pas 1000 possibilités pour faire de l'argent. Et forcément, comme elles n'ont aucun droit, il faut bien rentrer dans des... en tout cas, être pris en charge, ou je ne sais pas comment dire, par des organisations, des réseaux plus ou moins criminels, quoi. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment la question de l'accès aux droits des personnes qu'on défend avant tout. Est-ce que ça répond à votre question? C'est-à-dire, plus au final, ce serait un droit du travail, en quelque sorte, un droit de travailler, oui. Moins il y aurait de stigmatisation, de perte de chance en matière de santé, de formes de violence, etc. Oui, etc. C'est ça que vous dites, hein. Et parce que c'est sûr, voilà, que c'est sûr que le stigmate, le poids du stigmate de pute est très 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 important dans la société pour les personnes. Je veux dire, pour certaines personnes, on est la seule structure qui
qui sait qu'elles se prostituent et qu'elles le cachent à toute leur famille, etc. Et c'est tout un travail de tous les jours, une charge mentale très importante pour le cacher à tout le monde, etc. Et aussi, le stigmate fait que, en fait, ça augmente les violences. En tout cas, il y a pas mal d'agresseurs en série qui vont se dire, mais si je vais au fond de l'avenue des États-Unis braquer une travailleuse du sexe à 4h du matin, elle aura sûrement de l'argent liquide, et puis est-ce qu'elle, travailleuse du sexe migrante, elle va aller porter plainte? Non, je pense pas, donc c'est facile. C'est des proies faciles, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi ça, tout ça, le stigmate qui fait ça. Et donc nous, on est là aussi pour lutter contre cette stigmatisation et ça, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle. Hein. Est-ce que dans vos actions au niveau des territoires, vous rencontrez des jeunes femmes qui se revendiquent au niveau du travail du sexe, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ou bien est-ce que c'est plutôt des jeunes filles ou des jeunes gens plutôt mineurs que vous rencontrez quand vous avez interrogé, posé la question? Mineurs, jeunes majeurs? Peut-être que les gens sont... Peut-être que ouais, ça fait 3 heures que... Peut-être ça fait sans pause. Bon. Mais pour terminer, je crois que l'idée peut-être qui a été soulevée tout à l'heure par Claude, à savoir un dispositif de réflexion, de coordination à plusieurs pour aborder des thèmes ou des situations compliquées, pourrait peut-être améliorer la situation de certains hommes ou certaines femmes. Voilà, d'avoir une espèce de point de réflexion un peu collectif. Pour ceux qui ont interrogé, en tout cas, ça serait peut-être intéressant de croiser les questions d'addiction, de prostitution, travail du sexe ou l'autre terme, exploitation sexuelle des enfants. Enfin, en tout cas, cette thématique-là, il semble qu'elle mériterait d'être un peu réseautée, on va le dire comme ça, à Toulouse. Alors, il y a déjà un groupe, notamment sur la question de la prostitution des enfants qui existe, qui réunit tout un certain nombre de professionnels. Voilà. Donc peut-être il y a certaines d'entre vous qui en font déjà partie. Voilà, et après pour le reste concernant le travail du sexe ou la prostitution des adultes, c'est vrai qu'on travaille déjà en réseau avec pas mal de partenaires, mais c'est vrai qu'il existe ce réseau. Voilà. Nous, on a quand même pas mal de partenaires au niveau de à tous les niveaux avec lesquels on travaille, vers qui on oriente, etc. Après, on peut toujours renforcer ces partenariats, etc. Mais c'est vraiment un travail. Vous interpeller, quoi. Voilà, c'est plutôt pour. Les gens peuvent nous interpeller, mais après, nous aussi, on oriente, voilà, que ce soit vers des structures. Très bien. On vous remercie. Merci.